Le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. On a eu tort. On a eu tort et j'ai eu tort. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. L'odeur du sang nous intéresse. C'est bien parti là, hein? Oui, Ama. Si vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre, est-ce que... Ouais, je vais le dire après. Mais sur le moment. Alors que j'arrête, je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas la réponse. Vous êtes marrant. Laissez-nous un petit moment de bonheur. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux? Non mais je vous demande. On est en train de souffrir et il n'y a pas que nous, c'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays. Incroyable, impensable, une grève en pleine Coupe du Monde. Il n'en fallait pas plus pour que la France devienne la risée du monde entier. Cette sombre année 2010 du football français fut celle de la honte. Honte du niveau piteux de l'équipe de France. Honte des polémiques à n'en plus finir. Honte du comportement de certains joueurs qualifiés de mutins, de racailles même. Eux qui étaient censés représenter les valeurs, l'histoire même des sacrifices qu'il faut pour porter ce maillot bleu. Honte aussi d'une fédération totalement dépassée, ouvertement en froid avec les joueurs. Et lui n'aurait jamais dû retrouver un poste d'entraîneur de toute sa vie, mais bon, quitte à se couvrir de honte. Mais comment a-t-on pu en arriver là, à ce qu'on a appelé le fiasco, la honte de Naïsna? Je vais vous dire la vérité, je vous jure que j'y ai pensé au moment même où j'ai fondé la chaîne il y a 2 ans. Je me suis promis de ne jamais parler de ce sujet, tant il constitue une publicité absolument affreuse pour notre sport. Mais bon, après réflexion, je me suis dit, si, c'est important d'en parler pour que les plus jeunes qui n'ont pas vécu cette période se rendent compte à quel point c'était grave, mais il faut s'en rappeler pour faire en sorte que cela ne se reproduise jamais, plus jamais. Alors je vous préviens, ce sera pas glorieux du tout, et je promets pas non plus de parler de tous les sujets tant il y a de choses à dire, mais je vais quand même essayer d'en dire le maximum. Voici donc le contexte depuis 2006 qui a conduit à cette fameuse grève de Naïsna en 2010. Dramatique pour les Bleus. Le sélectionneur national a creusé la tombe du football français. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Les footeux, si vous aimez les maillots rétro comme celui-ci, sachez que je me les procure sur Vintage Football Area, revendeur français de maillots rétro et authentiques. Mais il n'y a pas que des maillots disponibles, il y a aussi des shorts, des chaussettes et des accessoires en tout genre. Sur Vintage Football Area, vous pouvez revivre la nostalgie de votre enfance et retrouver par exemple l'article de vos rêves que vos parents ont toujours refusé de vous acheter lorsque vous étiez enfant. Et sur Vintage Football Area, vous connaissez certainement le concept de la box mystère, et bien c'est très simple, hein. La box mystère, vous achetez cette boîte et vous recevrez un maillot que vous ne connaissez pas à l'avance. Alors moi, j'ai reçu ce tout nouveau packaging, hein, vous regardez, hein, on dirait un vrai paquet cadeau, il est vraiment magnifique. Et on va donc savoir ensemble quel maillot j'ai reçu. Peut-être que c'est un maillot qui signifie que je vais faire une vidéo très prochainement sur ce sujet. Je sais pas du tout ce que je vais avoir, on va savoir dans un instant. Ah, c'est un maillot bleu, un maillot de la France si ça se trouve. C'est le Japon 2002. Oh. Ah ouais, non vraiment, il est magnifique ce maillot, j'ai toujours voulu l'avoir. Donc voilà, en 2 mots, le concept de Vintage Football Area, vous recevez des maillots authentiques et ils sont réels, je vous assure. Et si comme moi vous êtes fan d'Arsenal et que vous avez peur de recevoir un maillot de Tottenham, ben vous inquiétez pas, vous mettez juste le mot Tottenham dans la barre des maillots que vous ne souhaitez pas recevoir. Et là, promis, ils ne vous enverront jamais de maillot de cette équipe là. Et profitez en ce moment du code MAX MAX où vous bénéficiez d'un rabais de 10% sur tous les articles de Vintage Football Area. Donc utilisez ce code à bon escient et profitez-en en ce moment puisque j'organise sur mon compte Twitter, enfin X maintenant, le grand concours pour vous aussi remporter une box mystère. Pour participer, c'est très simple, un like, un retweet, un follow de mon compte et également de Vintage Football Area. Le gagnant sera désigné par un tirage au sort qui aura lieu mercredi prochain. Je vous mets tous les liens dans la description. Bonne chance à tous pour le grand jeu. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Le mondial 2006 est terminé, Zidane a désormais pris sa retraite et cette fois c'est sûr, il ne reviendra pas. Cependant, l'équipe de France, forte d'un extraordinaire parcours en Coupe du Monde, est en pleine confiance et retrouve justement en qualification pour l'Euro 2008 au Stade de France, une squadra azzurra qui avait peut-être la tête dans les nuages. Au terme d'une rencontre très aboutie et d'un style Negovou très en forme, les Bleus battent l'Italie 3-1.
Sur la lancée de leur dernière Coupe du Monde, Makelele et Thuram ont décidé de poursuivre leur aventure en sélection. Et malgré 2 défaites contre l'Écosse, dans ces qualifications qui envoient les 2 premiers directement à l'Euro, donc sans barrage, la France termine 2e derrière l'Italie et ira bel et bien en Suisse et en Autriche au mois de juin 2008. Qui plus est, Nicolas Anelka semble enfin s'épanouir sous le maillot tricolore. Thierry Henry fera tomber contre la Lituanie le record de buts en bleu. Le futur attaquant du Barça est désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ben Arfa toujours. Allez au fond peut-être. Le but de Thierry Henry. Il rentre dans l'histoire du foot français. Celui-là il va bien. Le doublé. Thierry Henry pour le doublé. 43e but. La France qui mène 2-0. Et autre bonne nouvelle à l'horizon, la relève est très prometteuse avec la fameuse génération 87, championne d'Europe des moins de 17 ans, et parmi eux des prodiges qui répondent au nom de Karim Benzema, Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. Mais la période 2006-2007 ne fait pas que des heureux. Le nouveau capitaine des Bleus, Patrick Vieira, est très souvent blessé et ne jouera presque pas en équipe de France avant l'Euro, souvent suppléé par Jérémy Toulalan, associé à un Claude Makelele vieillissant. Et franchement, Toulalan, il a assuré grave. Et le niveau de David Trezeguet décline fortement. Alors c'est sûrement pas la seule explication, mais honnêtement, depuis son tir au but raté en finale de Coupe du Monde, c'est plus le même. Pourtant, l'attaquant turinois est encore très performant en club avec ses 20 buts en Serie A lors de la saison 2007-2008, mais en raison d'un cruel manque de réalisme, et comme on vient de le dire d'un contexte psychologique sous ce maillot bleu, David Trezeguet ne sera pas retenu pour l'Euro. Et autre interrogation, le côté gauche. Malouda et Ribéry veulent tous les deux jouer à gauche, enfin surtout Ribéry, parce que Malouda c'est son poste, mais Ribéry il peut jouer aussi à droite comme à la Coupe du Monde 2006. Mais non, le Munichois veut absolument jouer à gauche, et comme le sélectionneur n'a aucune autorité, il fait plaisir à tout le monde, mais le problème c'est que les deux, ils finissent par se marcher sur les pieds. Mais que fait le patron? Y en a-t-il vraiment un? Ça commence à se voir. Cette mauvaise gestion des égos émergera lors de l'Euro 2008, car entre les jeunes et les anciens, le courant ne passe pas toujours. Surtout entre Nasri et Gallas, le même Nasri qui fera des vagues pour avoir pris la place habituelle de Thierry Henry dans le bus de l'équipe. Alors que la France est tombée dans le groupe de la mort pour cet Euro 2008 et va encore affronter l'Italie, décidément. Et de nouvelles interrogations se posent. Vieira sera bien du voyage alors qu'il est blessé. Bon, vous me connaissez, j'adore Vieira, mais le prendre à cet Euro, c'était sincèrement plus le desservir qu'autre chose. Prendre un joueur blessé quand t'as un groupe qui est aussi compliqué, encore une fois, on a été très présomptueux, on s'est dit, il va aider dans les matchs à élimination directe. Oula, faut d'abord se qualifier, parce que le groupe là, il est sacrément costaud. En plus, c'est une blessure, c'est pas une suspension, on sait même pas comment elle évolue. Et au final, il va pas jouer un seul match de cet Euro. Et rien qu'en voyant le contenu des 3 matchs de préparation, il y avait de quoi être un petit peu inquiet. Contre l'Équateur, le nouvel arrivant Bafé Gomis nous sauve en signant un doublé, pas de but contre le Paraguay, et un petit succès 1-0, but sur penalty contre la Colombie. Et y a rien qui vous choque là? 3 équipes d'Amérique latine, bon, pourquoi pas, mais quel est le rapport avec la Roumanie, les Pays-Bas et l'Italie, nos 3 adversaires en match de poule? Aucun. Le style de jeu n'a rien à voir, les équipes d'Amérique latine, elles adoptent plutôt à cette époque un faux rythme, donc cette préparation ne sert à rien. Premier match contre la Roumanie, et privé de Thierry Henry, les Bleus retombent dans leur travers. Malgré la présence de Malouda, Ribéry, Benzema, Anelka, tous transparents dans ce 4-4-2 encore plus plat que cette rencontre totalement soporifique, allez, devinez le score. 0-0. Et là, c'était que la Roumanie. Il y a les Pays-Bas et l'Italie qui arrivent. Et des Pays-Bas qui d'entrée viennent d'écraser la Squadra 3-0. Domenech revient donc au 4-2-3-1 avec une seule pointe, comme au Mondial 2006. Henry est de retour, Evra sera préféré à Abidal au poste d'arrière gauche, Ribéry est en position de meneur, mais en réalité il va surtout s'immiscer sur le côté gauche de Malouda. Le Lyonnais va faire un match catastrophique et Govou sera titulaire à droite. Un 11 assez déséquilibré mais qui va néanmoins se créer des occasions contre ces Pays-Bas. Mais regardez un peu cette attaque redoutable côté orange, Schneider, Van der Vaart, Kuyt et Van Nistelrooy. Et sans surprise, dès la 10e minute de jeu, les Bleus se font allumer.
Et à la pause, encore pire, le sélectionneur Marco van Basten décide de faire rentrer Arjen Robben et Robin van Persie. Donc en fait, le potentiel offensif de cette équipe, c'est Halloween, et je leur en veux terriblement de ne pas avoir gagné cet Euro. Mais hormis Ribéry excellent, peut-être Henry voire Govou, les anciens sont à la ramasse. Les Pays-Bas écrasent l'équipe de France sur le score de 4-1. Pour essuyer cette terrible déconvenue, Raymond va repartir sur un 4-4-2, avec Henry associé à Benzema en attaque, le Lyonnais François Clerc préféré à Willy Sagnol, Abidal de retour mais cette fois en défense centrale à la place de Thuram. Le schéma tactique change tout le temps, je sais même pas comment les joueurs peuvent s'adapter en aussi peu de temps et dans des matchs en jeu. C'est ingérable. Et d'entrée, Abidal concède le penalty et se fait exclure. Bah voilà, c'est déjà fini. La squadra avec un peu de réussite fera même le break, victoire 2-0 des Italiens. Cet Euro 2008 pour les Bleus est un désastre et termine dernier de leur groupe. Et on en vient alors à une séquence, mais surréaliste et qui deviendra très vite culte. Voici l'analyse de Domenech de cet échec des Bleus à l'Euro 2008. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. On l'a perdu, mais sur décision de la fédération et contre toute attente, Domenech sera pourtant maintenu à son poste de sélectionneur. La raison ? Conserver un élan de stabilité, même s'il n'y en a plus du tout. Et là, fini de rigoler, parce que c'est à partir de là que tout a commencé. Mais quelle autorité a un sélectionneur après un joueur qui lui a sauvé, sur un joueur qui lui a sauvé la tête? Il est obligé, un, de le prendre, un, de dire amen à tout ce qu'il veut. On a fait clairement ça en 2008, on a demandé à des joueurs de prendre position. Oui. Au-delà des méthodes très limites employées par la fédération, l'équipe de France débute ses qualifications pour le Mondial 2010 par un déplacement en Autriche. Coupé, Thuram, Makelele et Sagnol tirent leur révérence en bleu. Moins d'anciens, plus de jeunes, comme Steve Mandanda, le nouveau titulaire dans les cages, Bakary Sagna en défense, une place plus importante accordée à Lassana Diarra en milieu défensif, associé à Jérémy Toulalan, et un revenant en défense centrale, Philippe Mexès. Mais les Bleus vont se montrer faibles, très faibles, surtout sur coup de pied arrêté. C'est bien frappé. On s'est bien frappé. Du score pour l'Autriche. Quasiment 2 fois le même but. Philippe Mexès, ayant écopé de la note de 1 sur 10 dans le journal L'Équipe le lendemain, sera rapidement écarté du groupe. La France s'incline 3-1 à Vienne, et le sélectionneur se retrouve déjà sur la sellette avant d'affronter la Serbie et ne fera rien pour apaiser ses tensions avec les journalistes. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang nous intéresse. C'est bien, je suis bien parti là, hein. Je suis content d'une seule chose, là je peux vous dire, je suis vraiment heureux d'un truc, c'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Parce que sinon j'en vois quelques-uns ici qui serait fait un malin plaisir de m'envoyer sur l'échafaud. Avec le duo Henry-Anelka, la titularisation de Gaël Clichy et surtout de l'enfant prodige en qui les journalistes voient déjà le nouveau Zidane, Johan Gourcuff. Dans la douleur, cette équipe de France malade s'impose 2-1 face à la Serbie, mais le désintérêt du public se fait sentir avec cet étage supérieur du Stade de France, vide. Les joueurs n'ont pas cherché vos bras actuellement. Ils sont pas venus. Je ne comprends pas le serbe. Oh, je suis pas serbe. Ben, arrêtez s'il vous plaît, vous êtes gentil. Un mot sur Johan Gourcuff que vous avez lancé ce soir. Il a répondu présent. Je ne sais pas, vous en pensez quoi vous? L'ambiance est absolument détestable et la scission entre l'équipe de France et les supporters a déjà commencé. Et lors d'un déplacement en Roumanie, rebelote, les Bleus se font avoir d'entrée. Trop d'approximation côté français depuis quelques minutes. Une énorme passivité, Attention. Eh oui, c'est dedans.
Et c'est but de Goyane. Et c'est Goyane qui marque, Jean-Michel. L'équipe de France vient de prendre un gros coup sur la tête. Marquage élastique, catastrophique. Le retour de Franck Ribéry leur fera le plus grand bien et le nouveau chouchou du public, Gourcuff, sauve les Bleus de la défaite sur ce magnifique but. Gourcuff, un but. Superbe but de Johan Gourcuff. 25 mètres, quel but. Mais le niveau de jeu est affligeant. En novembre 2008 contre l'Uruguay, c'est le retour des 0-0 en amical, des convocations d'un soir, de la première apparition d'Hugo Lloris, mais pour l'instant c'est toujours Steve Mandanda le titulaire. Et 2009 commence tout aussi mal, avec cette défaite à Marseille contre l'Argentine de Léo Messi, qui s'amuse dans la défense française. Léo Messi, attention, attention, il y a danger, Messi, il y a danger, il y a danger, il y a tellement de danger qu'il y a but de Léo Messi, fabuleux. Qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort. Cette équipe de France est une véritable calamité. Les 2 victoires poussives contre la Lituanie au mois de mars 2009 cacheront la misère apparente en amical contre le Nigeria, dans un stade Geoffroy Guichard, loin d'avoir fait le plein, et ce sont d'autres Verts qui s'imposeront ce soir-là en terre stéphanoise. Et cela commence à devenir très malsain. Au mois d'août, la France écrase, entre guillemets, les îles Féroé sur le score de 1-0. 1-0 contre les Féroé. Et Domenech qui nous dit en conférence de presse après ce match, mais on a vraiment essayé, hein, si on avait pu marquer plus de buts, on l'aurait fait. Contre les îles Féroé, sérieusement, mais arrête quoi, arrête. Ces Bleus conservent néanmoins leur chance de qualification avant un mois de septembre décisif, et il faudra absolument battre la Roumanie, et ensuite la Serbie qui fait la course en tête d'un groupe où seul le premier est qualifié pour le mondial, le second ira en barrage. Premier rendez-vous contre les Roumains, avec un changement de gardien, Hugo Lloris est cette fois installé au poste de titulaire. Encore une fois, c'est compliqué. Benzema entrera en jeu mais avouera plus tard dans une interview donnée à Téléfoot « J'étais tellement déçu d'être remplaçant contre la Roumanie que je n'avais pas forcément envie de jouer, de tout donner. » Des propos que Domenech qualifiera d'inadmissibles et que le néo-madrilène va payer très cher. Malgré l'ouverture du score de Thierry Henry en début de seconde période, le défenseur Julien Escudé marquera contre son camp et la France concède le match nul à domicile et accuse désormais 4 points de retard sur la Serbie. Terrible désillusion. Jusqu'ici, la France de Raymond Domenech s'en était toujours sortie, même miraculeusement, mais cette fois, il semblerait que les barrages leur ouvrent les portes. Quelques jours plus tard, dans le bouillant Maracana de Belgrade, il est l'heure d'affronter la bande de Nemanja Vidic, Branislav Ivanovic, le capitaine et légende de l'Inter Milan Dejan Stankovic et le très mobile Milos Krasic. Il est presque trop tard maintenant pour dépasser ces Serbes au classement du groupe, mais au moins, il faut gagner pour espérer disputer les barrages. Et cela commence bien mal avec cette énorme faute de la défense française. Penalty pour la Serbie et expulsion d'Hugo Lloris. Quel cauchemar. Mais au milieu du brouillard, Titi surgit de nulle part. Un partout à la mi-temps et comme rarement en 2009, enfin, l'équipe de France va produire un peu plus de jeu. Mais la domination ne suffit pas, les bonnes intentions non plus, score final un partout, et malgré 2 dernières victoires nettes contre les îles Féroé et l'Autriche lors des derniers matchs, la Serbie termine en tête du groupe, tandis que les Bleus devront passer par un barrage. La France affrontera l'Irlande. Alors est-ce qu'il faut craindre l'Irlande? Bah normalement non, parce qu'elle a plus disputé de grandes compétitions internationales depuis 2002, mais bon, vu la faiblesse inouïe de cette équipe de France, on peut s'attendre à tout. Donc forcément, oui, on craint cette Irlande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à Croke Park, ce stade mythique de Dublin, pour l'un des matchs les plus importants peut-être de l'histoire de l'équipe de France, ce barrage aller qualificatif pour la Coupe du Monde de l'année prochaine en Afrique du Sud. Le match aller à Croke Park ne restera pas dans les annales. Voilà, on y touche, ça c'est bien. Et il est contré, il est contré, ce ballon. Le but d'Anelka.
Anelka trouve l'ouverture et la France s'impose 1-0 en Irlande. Plutôt bien barré donc avant le barrage retour au Stade de France. Cela devrait donc être une formalité pour les Bleus. On attend que les joueurs en profitent non seulement pour gagner et se qualifier, mais surtout se mettre un peu plus en confiance, qu'ils nous rassurent, tout simplement. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils feront exactement le contraire. Comme ça, c'est tellement mieux. Dans la surface, attention à Robbie Keane. Oh, il faut sortir ce ballon. C'était chaud devant les buts de Hugo Lloris. Ce ballon qui n'a pas été attaqué. Attention, deuxième poteau. À Loretz. Oh, la sortie impeccable. Extraordinaire. Extraordinaire Hugo Lloris. Attention à Robbie Keane. Faut le prendre, pas de faute, effectivement. Au second poteau, attention. Attention. Oh là là, c'était chaud encore. Non, vous ne rêvez pas, l'Irlande domine considérablement les Bleus. Côté tricolore, que d'approximations, que d'erreurs de marquage, quel manque d'engagement. Evra, Gallas, Schillaci, Sagna, Alou et Lassana Diarra, Gourcuff, Anelka, Henry, Gignac, ils n'y sont pas du tout. C'est à se demander même si les joueurs ont vraiment envie. En tout cas, les Irlandais, eux, oui, et ils vont vite le démontrer. 1-2, il va pouvoir centrer l'œuf. Le centre de Duff, attention. Ouverture du score pour l'Irlande. Magnifique but. Extrêmement naïf. Face à 12 000 Irlandais là-bas. Regardez le cap irlandais. Tout est à refaire. Égalisation parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Cette première période des Bleus est absolument scandaleuse, innommable. On espère que c'est juste un accident et qu'ils vont vite repartir en seconde période. Non. Attention à la faute. Oh, l'interception de Duff peut-être. La balle de 2-0. L'arrêt de Lloris. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là. Ah, ce ballon. Attention. Attention à ce ballon. Oh là 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 là. Quelle occasion pour Keane. Plus le temps passe, plus la prestation tourne au ridicule. Mon Dieu, que c'est dur, que c'est dur. Non, non, Lassana, Robbie Keane. Oh là 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 là. Quelle erreur côté français. Allez, Anelka, non. Aïe 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 aïe. Fin du temps réglementaire. Heureusement, l'Irlande ne gagne que 1-0 en France. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Prolongation. Sans Hugo Lloris, le seul Français à surnager, nous serions dehors. C'est triste ce que je vais vous dire, mais à l'époque, ça faisait quoi, allez, 10 ans que je consommais du foot à fond la caisse, je n'avais jamais vu un match aussi catastrophique de l'équipe de France de toute ma vie. C'était au-delà du réel, lamentable même. Il y a peut-être un petit quelque chose au niveau du gant de Shay Given, mais ce n'est rien à côté de ce qui va suivre. Ballon posé dans la surface, pour ce qu'il il sortent pas. Il bute, ça bute, cet enfant de filet, c'est Thierry Henry, c'est fabuleux. Il s'est passé quelque chose, le but. Oui, égalise, alors que Damien Duff réclame quelque chose. On a compris qu'il s'est passé quelque chose et le ralenti va nous laisser sans voix. J'étais avec des potes à la fin du match, on s'est regardé dans un silence et on s'est dit mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir là? On a fait une prestation cataclysmique et on s'en sort sur un scandale, mais on peut pas être content. On avait honte. Et on voit bien que Thierry Henry est un attaquant parce que sa défense nous laisse perplexes. Oui, Amand. Si vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre, parce que
Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment. Alors que j'arrête, je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Non, mais j'ai pas la réponse. Vous êtes marrant. Naturellement, entre les propos de Titi, les joueurs français qui refusent de s'arrêter pour répondre à la presse, à croire qu'ils se sont fait éliminer, et bien sûr le chef de file totalement déconnecté de la réalité. Ça a été difficile, ça a été compliqué, mais maintenant, laissez-nous un petit moment de bonheur. Tout petit, bref. Mais l'équipe est passée en dehors d'Hugo Lloris. Hein. Mais toute l'équipe est passée au travers de ce match-là. Ouais, mais si on parle pendant 8 jours de ce match-là... Non, c'est ce soir, Raymond Domenech. Non, mais on peut s'interroger sur qu'un match majeur, avec un enjeu majeur. Ce soir, on s'interroge pas. Ce soir, on est heureux parce qu'on est qualifié. Je veux dire, on a suffisamment souffert, on a suffisamment bataillé pour y arriver. Ce soir, tout le monde est heureux. Et on va pas faire les rabat-joie ce soir. Je veux dire, une fois, de temps en temps, accepter de dire c'est super, on est qualifié. La manière y était pas, et je suis d'accord. Sur ce match-là en plus. Non mais c'est ça la question. Mais c'est pas une question, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est pas dans ce débat-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi toute l'équipe est passée à côté de ce match ? Oui, on a 9 mois pour se préparer tranquillement, se mettre en place, construire, revenir. Elle a rien fait, elle se qualifie pour la Coupe du Monde, on en est ravis, juste on essaye de parler du contenu. Votre problème Raymond, c'est que si tu veux pas répondre à ça, c'est une question simple. Pour l'avenir, je réponds. Je dis ce soir, non, je dis ce soir, c'est l'émotion qui compte. C'est plus qu'un désamour maintenant, entre cette équipe de France, la presse et les supporters. C'est une fracture. Le lendemain, le même refrain est repris par tous les médias. Pour eux, Thierry Henry n'est rien d'autre qu'un tricheur. Pourtant, Thierry Henry n'est pas le premier à tricher et il n'a pas été le dernier. Bien sûr qu'il ne faut pas excuser ce genre de geste. Bien sûr que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes. Bien sûr que derrière son air de faire comme si de rien n'était est inadmissible. Mais le problème, c'est l'immense lynchage médiatique dont il fait l'objet. Triche ou pas, cela ne mérite en rien un tel acharnement. 1, 2, 3, 4, toi 2 fois, 5, 6. Vous m'avez posé 6 fois la même question. 6 fois, je réponds que je ne réponds pas. Fin de l'année 2009, l'année 2010 commence. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a hâte. Et cette équipe de France qui renvoie cette image désastreuse, infâme autour d'elle. Les joueurs se montrent odieux avec les journalistes qui certes, eux aussi cherchent la petite bête, mais ce n'est pas une excuse, notamment de la part de certains, de répondre aussi violemment aux reproches des anciens de 98. Il n'y a aucune justification. Rien pour nous rassurer et nous dire qu'en 2010 tout va changer. Et comme si cela ne suffisait pas, les polémiques vont se succéder. Faut que je trouve des mots. Pourtant, même dans un climat aussi délétère, jamais aurait-on pu imaginer ce qui allait arriver en pleine Coupe du Monde.